HCR dénonce des crimes et des violences commis contre des personnes déplacées qui ont fui des conflits dans l'est de la RDC. 300 000 personnes auraient fui des éruptions de violence en juin dernier dans l'Ituri. Les autorités soudanaises ont émis un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre de l'ex-président Omar El-Béchir, déjà en prison, cette fois-ci pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qui l'a amené au pouvoir. Et puis au Liban, la sortie télévisée du président Michel Aoun n'a pas comblé les attentes des manifestants qui demandaient une réforme profonde de l'exécutif. Ils sont descendus dans les rues pour le manifester. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, les voyants sont au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qu'a indiqué Amnesty International dans un rapport rendu public. L'organisation estime que les violations des droits humains se sont multipliées ces dernières années. Manifestants tués par dizaines, opposition réprimée, impunité policière. D'après Amnesty International, ces violations des droits humains menacent de s'aggraver avec la prochaine présidentielle. L'ONG demande au gouvernement du président Alpha Condé de mettre fin au règne de la peur et de la répression. Il faut dire que l'organisation s'est basée sur des événements allant de 2015 à 2019 pour élaborer son rapport. Le Haut Commissariat aux réfugiés HCR dénonce les crimes et les violations commis contre des personnes déplacées qui ont fui des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Le HCR avance le chiffre de 300 000 personnes qui ont fui les éruptions de violence en juin dernier dans la province de l'Ituri. Les détails. Dans un communiqué qu'il a rendu public, le Haut Commissariat aux réfugiés a dénoncé mardi les crimes et les violences commis contre des personnes déplacées qui ont fui des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'organisation, 300 000 personnes ont fui des éruptions de violence au mois de juin dernier dans la province de l'Ituri. 5 mois après les attaques du mois de juin, les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements persistent, de même que les conflits. Selon l'Agence des Nations Unies, de nombreuses femmes et enfants vivent toujours dans des conditions précaires, dormant en plein air ou dans des espaces publics surpeuplés. Une situation qui les expose au risque de harcèlement, d'agression ou d'exploitation sexuelle, largement répandue selon les déplacés. Pour le seul mois d'octobre, le HCR a enregistré au moins 1000 violations des droits humains dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le 30 octobre dernier, un déplacé de 38 ans a été tué par des hommes armés dans le territoire de Djougou. La République démocratique du Congo compte au total 4 millions de personnes déplacées. Le HCR dit avoir besoin de 150 millions de dollars pour répondre aux besoins des personnes déplacées en RDC cette année, mais seuls 57% de cette somme ont été reçus jusqu'à présent. La souffrance du peuple continue malgré la première alternance politique en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déploré le nouveau cardinal congolais. L'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a en outre apporté un soutien sous condition au président Félix Tshisekedi, malgré ce qu'il qualifie de mensonge spectaculaire des élections. Le peuple s'est exprimé pour le changement. 10 mois après, est-ce que ce souhait du peuple a été respecté? Ce souhait reste intact. La misère du peuple, la souffrance du peuple continue, a déclaré Monseigneur Ambongo lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Toutefois, il considère qu'il y a des choses positives qui se font sous Félix Tshisekedi, comme la gratuité de l'enseignement. Nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant, a-t-il ajouté, plaidant pour une revalorisation du salaire des enseignants au-delà de 120 000 francs congolais, soit 115 $ par mois. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire des résultats des élections du 30 décembre 2018. Mais l'histoire évolue. Nous n'allons pas rester accrochés à la vérité des urnes. Nous devons évoluer, a ajouté le cardinal Ambongo. Ce message semble s'adresser au candidat de l'opposition Martin Fayoulou, de plus en plus seul à revendiquer la victoire
à l'élection du 30 décembre dernier. À l'époque, les observateurs de l'Église catholique lui avaient donné raison en émettant des doutes sur la victoire de l'autre opposant Félix Tshisekedi, qui gouverne depuis en coalition avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. Ne passez pas votre temps à vous déchirer. Ce que le peuple attend de vous, c'est sévir, a annoncé le cardinal, alors que des proches du président Félix Tshisekedi sont à couteau tiré avec leurs partenaires pro-Kabila de la coalition ces derniers jours. Monseigneur Ambongo avait été nommé archevêque de Kinshasa en novembre 2018. Il fait partie des 13 nouveaux cardinaux créés par le pape François en octobre. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que des décisions seraient prises dans les prochaines semaines pour améliorer la lutte anti-djihadiste au Sahel. Il a fait cette annonce mardi à l'Élysée en présence des présidents du Tchad, du Niger et du Mali. Des précisions à travers cet élément. Présent au deuxième forum de Paris sur la paix, les chefs d'État des pays du Sahel réclament plus de moyens face au terrorisme. Nous avons avancé sur la situation sécuritaire et sur les décisions qui seront annoncées dans les prochaines semaines pour reconcentrer la force conjointe G5 Sahel sur le fuseau central, thème militaire désignant la zone au conflit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est ce qu'a déclaré le président français à l'issue du déjeuner avec ses homologues Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issifou du Niger et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Emmanuel Macron a ajouté qu'il serait également appelé prochainement à repréciser le rôle de Barkhane, la force française au Sahel, et conforter l'engagement dans la région. Il a également indiqué qu'il allait rappeler à l'ordre des pays partenaires qui s'étaient engagés dans l'Alliance pour le Sahel et qui tardent parfois à livrer leur aide. Au cours du déjeuner, les 4 présidents ont également parlé de la situation problématique à Kidal, une ville au nord du Mali qui échappe à l'autorité de l'État. Kidal, c'est le Mali et l'État malien. À Kidal, c'est le drapeau malien, l'administration malienne. J'ai entendu parfois des messages contraires et je préfère le dire ici très clairement. On a eu une très bonne discussion tous ensemble. Et donc, je sais que le président Keïta enverra dans les prochaines semaines à Kidal le Premier ministre. C'est une très bonne décision qu'il a prise. Moi, je souhaitais rappeler, en tout cas, que c'est son administration et son État qui, là-bas, doivent gouverner. Prise en 2012 par les rebelles djihadistes, Kidal est aujourd'hui, malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes Touareg. Ces derniers se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger en 2015. Au Tchad, le gouvernement et une milice d'autodéfense du nord du pays ont signé un accord de paix censé mettre fin au combat qui les oppose depuis plusieurs semaines sur fond de querelles sur l'exploitation de l'or que recèle cette région du Tibesti. L'annonce de la signature de cet accord a été faite par les 2 parties. Le gouvernement tchadien a finalement fait la paix avec une milice de Tibesti. Les 2 parties ont signé ce lundi un accord pour mettre fin au combat qui les oppose. Au thème de cet accord, le comité d'autodéfense de Miski, créé en novembre 2018 par les habitants de la région de Tibesti, pour affronter aussi bien les gangs locaux, les orpailleurs illégaux et les trafiquants que les militaires de N'Djamena, ont accepté de déposer leurs armes, selon l'armée qui a consenti, elle, de se retirer de certaines positions. Nous avons officiellement signé l'accord de paix. Ils ont remis leurs armes, ils se considèrent maintenant comme des civils et nous avons libéré 3 de leurs prisonniers, a déclaré le chef d'état-major des armées. Nous avons signé l'accord de paix à Miski avec les autorités parce qu'elles ont répondu de manière satisfaisante à l'essentiel de nos revendications. Fin 2018, le président Idriss Déby Itno avait envoyé l'armée se déployer autour de Miski et des affrontements avec le comité d'autodéfense avaient fait des dizaines de morts selon un rapport de mai 2019 de l'ONG internationale Crisis Group. Les militaires avaient ensuite imposé le blocus de cette localité et des mines d'or sauvages dont regorge le massif montagneux du Tibesti, non loin de la frontière libyenne. Depuis, des affrontements sporadiques opposaient les 2 camps avec un net regain ces dernières semaines.
Au Soudan, les autorités ont émis un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre de l'ex-président Omar el-Béchir, déjà en prison, cette fois-ci pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qui l'a amené au pouvoir. C'est ce qu'ont indiqué les sources politiques et judiciaires du pays. Les détails. Des mandats d'arrêt ont été émis contre tous les responsables militaires et civils qui ont comploté et mis en œuvre le coup d'État de 1989, a annoncé dans un communiqué le mouvement des forces pour la liberté et le changement FFC, fer de lance de la contestation qui a mené à la chute de Béchir en avril dernier. Une source du bureau du procureur a confirmé ces nouveaux mandats d'arrêt. Selon le FFC, ces mandats visent des responsables de premier plan de l'ancien régime soudanais. Selon la loi soudanaise, ces chefs d'inculpation sont passibles de la peine de mort ou de la prison à perpétuité. Omar el-Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, soutenu par les islamistes, a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans. Destitué par l'armée le 11 avril dernier après des mois d'un mouvement de contestation populaire inédite, il est actuellement emprisonné et jugé à Khartoum, mais uniquement sur des accusations de corruption. L'ancien président soudanais fait aussi l'objet de 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Cette province occidentale soudanaise a été le théâtre d'une guerre sanglante entre rebelles et forces loyales au pouvoir de Khartoum. Le conflit qui a éclaté en 2003 a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Après la destitution de Béchir, les procureurs de la Cour pénale internationale ont eux aussi demandé à ce qu'il soit jugé pour les tueries de masse commises au Darfour. Mais les militaires qui avaient pris le pouvoir après sa chute ont refusé de le remettre à la Cour pénale internationale. Au Liban, la sortie télévisée du président de la République a mis le feu aux poudres. Michel Aoun n'a pas comblé les attentes des manifestants qui demandaient une réforme profonde de l'exécutif. Ils sont descendus dans les rues pour empêcher la circulation. Alors qu'ils s'attendaient à un discours de sortie de crise, les Libanais se disent déçus par la sortie de leur président, Michel Aoun. Pour manifester leur mécontentement, ils sont alors descendus dans les rues de Beyrouth, où plusieurs routes ont été bloquées et des pneus brûlés dans des villes du sud et à Tripoli, dans le nord. Un homme a été tué par balle, portant à 2 le nombre de personnes tuées depuis le début de la contestation. L'armée, qui parle d'incident, a ouvert une enquête et le militaire ayant ouvert le feu a été interpellé d'après la même source. Dans sa déclaration télévisée, le président Aoun a proposé un gouvernement formé de technocrates et d'hommes politiques, affirmant qu'il était possible que les consultations parlementaires pour désigner un nouveau Premier ministre commencent avant la fin de la semaine. Les contestataires qui ont obtenu le 29 octobre la démission du Premier ministre Saad Hariri réclament un gouvernement composé d'indépendants et de technocrates qui ne seraient pas issus du sérail politique. Où est-ce que je peux aller les chercher? Sur la Lune, a lancé le président. Celui-ci n'a pas nié que des pressions américaines étaient exercées en vue d'une exclusion du gouvernement du puissant mouvement armé Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.